Alors oui, le rayon bio, c'est un magasin bio, mais qui a vraiment milité sur plein d'axes, vraiment dans une transition positive au niveau de l'alimentation. Ils vendent également d'autres produits qui ne sont pas alimentaires. Et donc ici, l'idée, c'est de montrer d'abord une petite vidéo. Rayon Bio, c'est un magasin indépendant qui propose des produits bio les plus locaux possibles, le plus de vrac possible aussi pour réduire le gaspillage d'emballage et le gaspillage alimentaire. Suivez-moi. On a fait le tour. Je dirais que les grands axes, c'est les fruits et légumes bio et de saison et les plus locaux possibles. Deuxièmement, c'est le vrac. On a des centaines de références vrac. Et troisièmement, on a beaucoup de produits laitiers en frigo, mais aussi à la découpe au comptoir. Et puis, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le sec, qui sont à la fois des boissons, des jus, des conserves. Ça vous donne déjà une bonne idée de ce qu'est le magasin. Alors, rapidement, donc, au rayon bio est situé à Jette, donc c'est effectivement pas loin d'ici. Il a été créé en 2016. Aujourd'hui, en 2023, il avait un chiffre d'affaires d'1,3 million, ce qui est quand même un très beau chiffre d'affaires pour un magasin de ce type. Et son focus est vraiment sur le bio, le local, le vrac et l'éthique. Et il milite également pour proposer vraiment des prix les plus accessibles possibles. Tout à l'heure, j'entendais effectivement qu'il y avait la notion de le vrac peut être cher. Non, lui justement, il travaille sur ça et il propose vraiment une variété de produits et il essaye de garder vraiment ce juste prix avec le producteur tout en offrant effectivement aussi un prix attractif aux clients. Alors, dans son magasin, il y a énormément de vrac, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, on y trouve vraiment plus de 500 références, donc ça veut dire qu'on va trouver des produits secs, des produits liquides, on va trouver des produits alimentaires, des produits non alimentaires. Ils ont également un petit comptoir traiteur, on a aussi des huiles et des vinaigres, des épices aussi, ce qui n'est pas toujours courant dans des magasins comme cela. On peut vraiment prendre des épices en vrac. Et puis alors, on trouve aussi des produits comme du café, du riz, des pâtes, etc. Alors ça c'est exactement la même chose, mais là vous voyez peut-être aussi montrer qu'il va également dans des produits un peu plus complexes, comme par exemple le miel. On pense parfois que le miel ce sera inaccessible en vrac, et pourtant aujourd'hui il existe des solutions qui permettent de bénéficier de produits en vrac qu'on n'aurait jamais imaginé par le passé, dont des produits comme le miel, mais également tout ce qui est sirop d'agave, des choses comme ça, on peut également les trouver maintenant en vrac. Alors quel contenant? Il y a deux modèles de contenants entre guillemets, il y a ceux que le client va apporter lui-même et va ramener chez lui, et puis il y a les contenants qu'il va prendre au moment où il va arriver dans le magasin. Il va prendre certains types de contenants qui sont à disposition, les ramener chez lui, les utiliser et puis les rapporter au magasin. Alors quand il s'agit en fait des contenants qui sont apportés par les clients, une des premières étapes c'est évidemment d'aller tarer cet emballage, parce qu'effectivement un bocal pèse un certain poids, donc on va d'abord peser ce bocal, et on va dire voilà, il pèse 250 grammes, et quand on ira à la caisse, évidemment, on ne paiera pas le prix du poids de ce bocal. Alors ça peut être aussi bien des anciens bocaux de confiture que les gens ont chez eux, ou des bocaux de conserve de légumes ou des choses comme ça. Ils ont également pas mal de produits type Tupperware, boîtes en plastique qui arrivent, et également des boîtes en métal. Alors pour tout ce qui est plutôt liquide, on va avoir évidemment des bouteilles en verre, ou même parfois même des bouteilles en plastique, des bidons en plastique qui sont utilisés pour tout ce qui est produits d'entretien et cosmétiques. Et bon, selon Louis, et moi je le vois aussi en étant évidemment directrice de consommation, il y a vraiment une réelle évolution des pratiques auprès des clients, et ce, pour tous les types d'âge, même les personnes plus âgées. Alors, les autres contenants que je disais justement, qui sont ceux qui se trouvent déjà à disposition dans le magasin, c'est pour, par exemple, je me rends compte que j'ai pas mes contenants, je viens faire un peu mes courses sans avoir pensé que j'allais en faire. Eh bien, il y a à disposition dans le magasin un certain nombre d'outils qui permettent d'acheter sans emballage, ou en tout cas d'acheter avec un emballage consigné.
Alors, il y a quand même des sacs en papier qui sont mis à disposition, mais Louis vraiment défend un autre type de consommation, donc il va militer pour mettre en évidence les contenants réutilisables, donc par exemple les fameux bocaux WEC que vous voyez sur la photo avec un couvercle en plastique, qui sont assez pratiques, qui peuvent être facilement empilables et facilement lavables, des bouteilles opaques pour les huiles, parce qu'effectivement c'est meilleur pour la conservation, et puis des bouteilles en verre pour tout ce qui est liquide, alors que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Alors les bocaux consignés qu'il utilise, ils proviennent en fait d'un projet qui s'appelle l'Empoteuse, qui a pour mission effectivement de proposer des contenants consignés qui sont mis à disposition dans le magasin et ils vont être relavés en fait par cette entreprise qui récupère ces bocaux et qui va les remettre après dans un cycle et qui les fait redevenir vraiment comme s'ils étaient neufs. Alors l'avantage c'est qu'ils sont pratiques, il y a une fermeture hermétique et ils peuvent être facilement lavés à la maison. Et en fait, il y a un coût unique. Ils ont défini un prix similaire pour tout qui est de 2 €. Donc, c'est donner quand même une valeur à cet emballage et stimuler le retour, évidemment, de ce contenant pour qu'il ait sa finalité de consigne. Si effectivement tout le monde achète ce type de contenant mais ne les ramène pas, on passe à côté d'un des objectifs qui est effectivement la loupe de retour. Alors ça peut être utilisé tant pour les produits secs que pour la soupe, puisque chez Louis, ils ont également un service où ils récupèrent en fait les fruits et légumes un peu abîmés et ils en font des produits transformés, de la soupe, des plats préparés, des choses comme ça qui sont mis évidemment dans ces contenants WEC et qui seront alors ramenés au magasin par après. Ils sont aussi utilisés pour tout ce qui est confiture, miel, ils ont aussi du choco, des choses comme ça, ou même pour le fromage. Ils sont réutilisés par les clients le plus souvent, évidemment. Donc ça, on se rend compte quand même, comme ils sont un peu beaux, etc., les gens vont avoir au départ un peu le réflexe de garder ces contenants chez eux. Il y a un moment où ils vont dire « Ah, on en a trop, on les ramène ». Donc le return fonctionne, mais prend un peu de temps parfois entre le moment où il va être acheté, le moment où il va être stocké à la maison et le moment où il va effectivement revenir au magasin. Et donc, comme je disais, effectivement, c'est géré par l'empoteuse qui récupère ces pots à un certain moment. Donc, quand il y a un certain stock qui est stocké dans le magasin, les pots sont récupérés par l'empoteuse qui va les laver avec une machine professionnelle qui trace évidemment la qualité de ce lavage et puis qui les remet en circulation. Et donc, ils vont retourner soit chez Louis, soit chez un autre magasin qui utilise évidemment le même type de consigne. Mais c'est vrai que oui, c'est ça, là c'est plutôt l'empoteuse. Et donc Louis pourrait aussi, et ça c'est certains magasins le font, reconditionner entre guillemets eux-mêmes ces pots, les laver avec un lave-vaisselle professionnel s'ils en ont un, et ça permet de limiter la boucle de transport également. Mais tout le monde ne le fait pas. Ici, Louis, il est plutôt dans la formule lavage par l'empoteuse. Alors, est-ce que le vrac réduit vraiment les emballages? Lui, il a fait une étude avec Ecorez en 2018, et donc vraiment sur son modèle, son business model à lui. Et après un an de mise en place du vrac, il a pu prouver qu'effectivement, on pouvait aller jusqu'à 60% de réduction du poids des emballages en utilisant des produits qui étaient en vrac plutôt que des produits préemballés. Alors, les avantages économiques pour les clients, l'avantage du vrac, évidemment, c'est qu'on peut choisir la juste quantité. On n'a pas une quantité imposée. Et donc, ça va avoir un effet également sur le gaspillage alimentaire. Si on prend plus que ce qu'on a besoin, effectivement, il y a un risque potentiel que ces denrées restent stockées longtemps dans nos armoires de manière pas optimale, ou à un moment donné, on se dit on ne sait pas quoi en faire, on les jette ou des choses comme ça. Et donc, là, on permet vraiment de dire si j'ai besoin que de 50 grammes de pignons de pain parce que je dois faire un pesto, je choisis de ne prendre que 50 grammes de pignons de pain et pas les 200 grammes obligés dans un emballage préemballé. Ici, lui, il fait une comparaison, et moi j'ai aussi plein d'études là-dessus, pour montrer qu'effectivement, c'est pas forcément plus cher le vrac, c'est loin de là, généralement, dans beaucoup de cas, ça peut même être moins cher. Lui, il montre effectivement, par exemple, pour des peines emballées, ça revient à 2,50 € les 500 grammes, et chez lui, elles sont à 1,75 € pour les 500 grammes. Pour les huiles d'olive en bouteille, par exemple, c'est 18,8 € du litre, alors que chez lui, c'est 16,5 €. Les lentilles en corail, c'est 3,6 €, alors que chez lui, c'est 2,2 €. Donc voilà, ça vous montre qu'effectivement, par produit, on peut déjà voir qu'effectivement, il y a une différence de prix positive pour les magasins type de Louis, mais que si on prend même un panier global, on va même se rendre compte qu'on peut avoir vraiment des différences extrêmement intéressantes. Les défis, effectivement, il y a quand même pas mal de défis pour un magasin comme le sien, et pour tous les types de magasins type
bio au vrac, c'est le stockage. Hein. Quand on a des consignes, il faut trouver un endroit où on va stocker ces consignes, le temps qu'on vienne les récupérer, etc. Donc, effectivement, le maîtrise de ces magasins n'est pas souvent très très grand. Le fait de devoir remplir les fûts à vrac, il y a tout le fait de les remplir, mais aussi surtout tout l'entretien des silos, le lavage, le suivi des DLC, etc., donc des dates limites de conservation. Tout ça, ça demande évidemment plus de manipulation. Donc effectivement, mettre un emballage préemballé dans un rayon ou gérer du vrac, c'est totalement différent et ça demande évidemment une autre pratique et peut-être plus effectivement de logistique et de manipulation. Au niveau de la sécurité alimentaire, on reste dans les mêmes normes que pour les produits préemballés, puisqu'effectivement, il y a également des obligations AFSCA, etc. Donc, ça aussi, c'est important de le préciser. Et qu'il faut évidemment respecter les normes d'affichage et mettre en place tout un système de gestion par rapport aux risques des nuisibles. Alors, c'est sûr il faut trouver parfois un peu plus, enfin parfois il faut attendre, parfois ils sont déjà disponibles, mais il faut trouver des systèmes parfois plus adaptés à certains produits que d'autres. Comme je disais, avec le miel et la confiture, il fallait trouver la bonne formule pour pouvoir proposer ce produit-là. Pour les épices, par exemple, Louis il a carrément un meuble à épices avec un système d'ouverture, etc. Là aussi, il a dû un peu chercher pour trouver la bonne formule pour pouvoir vendre des épices en vrac. Et la cosmétique et l'entretien, là aussi, il y a plein de possibilités, soit des poussoirs, soit des systèmes à fontaine où on appuie sur un bouton et ça se fait tout seul. Et donc là, de nouveau, le point de vente va devoir choisir en fonction de ce qu'il veut avoir dans son point de vente, s'il a comme espace, est-ce qu'il est aussi prêt à mettre en termes de prix, parce que si on prend un simple poussoir ou une machine qui va permettre de vraiment pousser dessus de manière électronique, etc., ça va avoir tout à fait un autre coût. Alors les conclusions, clairement, il y a une demande des clients pour ce type de solution. Les motivations sont économiques, environnementales, mais aussi ludiques. Il y a un côté pratique, le fait de se rendre compte de tiens, ça pèse quoi des noix de cajou, si j'en ai besoin de 150, c'est quoi, ça représente quoi réellement, etc. C'est assez convivial. Évidemment, quand on se rend dans des lieux comme chez Louis, vous verrez, je vous invite tous à y aller. Hein. Vous n'allez pas tous en même temps, ça va peut-être être trop petit, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que c'est un lieu où on se sent bien, où on a un contact avec les vendeurs, on nous connaît par le prénom, et donc ça change aussi la dynamique d'achat. Donc il voit évidemment qu'il y a une augmentation régulière de son chiffre d'affaires, surtout du chiffre d'affaires et aussi des parts du vrac. Ça demande évidemment une bonne organisation, qu'il y a également à avoir, d'avoir les pieds sur terre aussi, hein, la viabilité économique. Donc lui, il a vraiment travaillé sur le principe d'avoir un mix produit préemballé et un mix produit vrac. Après, il faut analyser ce qu'on a en vrac, ce qu'on a en préemballé, est-ce qu'on a les deux mêmes références, etc. Donc c'est tout un travail de réflexion, mais aussi de sensibilisation du client. On se dit, tiens, ce produit-là, je ne l'ai qu'en vrac, et donc je vais devoir mentionner ça peut-être parfois aux clients qui viennent à la base chercher un produit très spécifique en préemballé, et dire, en fait, non, il n'est pas dans le rayonnage de préemballé, mais il se trouve dans le rayon vrac. Et puis, évidemment, dans ces réalités de magasins comme Louis, il faut penser à proposer un service one-stop shopping, parce qu'on se rend compte que les gens veulent de plus en plus avoir un seul lieu d'achat, et Louis, c'est en l'occurrence ce qu'il propose. Voilà, et lui, il montrait ce type de produit, vous ne trouverez jamais chez Louis. Lui, il choisit évidemment ces produits en réflexion, et donc avoir des légumes qui sont réemballés, qui sont bio, mais qui sont emballés après individuellement dans du plastique, pour lui, ça paraît être un non-sens total. Donc évidemment, dans sa sélection de produits, il fait vraiment attention à ce type de proposition. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Billy Cup, qui sont des gobelets réutilisables pour la vente de café emporté. Mais avant tout, vous donner un peu plus de chiffres sur le problème que l'on essaye de résoudre. Donc, comme on vient de le dire, il y a pas mal de gobelets jetables qui sont utilisés chaque année et qui jonchent les rues et débordent des poubelles. Et donc, nous, on se concentre sur les gobelets à usage unique, mais en particulier les gobelets à café pour l'emporter. Donc quelques chiffres, c'est environ 500 milliards de gobelets jetables qui sont utilisés chaque année dans le monde. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et il faut savoir que sur ces 500 milliards de gobelets, il n'y a qu'une toute petite partie qui est effectivement recyclée. On estime environ à 14% le recyclage de tous les emballages plastiques confondus.
mais à l'échelle mondiale. Donc en Europe, on est peut-être un peu plus élevé que ça, mais à l'échelle mondiale, c'est seulement 14%. Et donc la majorité des gobelets jetables finissent soit incinérés, soit dans les décharges ou tout simplement abandonnés dans la nature et ont un impact négatif sur l'environnement et la biodiversité. Je voulais aussi parler donc des gobelets en carton. Beaucoup, on passe aux gobelets au carton comme alternative au plastique, mais en fait, quand on se renseigne un peu sur la question, on se rend compte que les gobelets en carton ne sont pas tellement écologiques que ça, et pas tellement plus écologiques que le plastique au final. Pourquoi? Et notamment parce que pour empêcher le liquide de couler à travers le gobelet, les gobelets en carton sont revêtus d'une fine couche plastique, ce qui va grandement compliquer leur recyclage. Notamment, le carton et le plastique vont devoir être séparés pour que le gobelet soit recyclé, et ça va parfois nécessiter des centres de recyclage spécifiques qui ont vraiment le matériel pour pouvoir faire cette séparation. Et la plupart des centres de tri ne disposent pas tous de cette technologie. Donc, ça va entraîner notamment que beaucoup de gobelets ne sont pas recyclés. Il y en a très peu qui sont recyclés, notamment à cause de cette double matérialité, mais aussi parce que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a du plastique et donc ont tendance à jeter les gobelets dans les mauvaises poubelles. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas toujours les jeter dans les cartons et on ne peut pas non plus les jeter dans les PMC, alors que certaines personnes pensent que oui, mais il faut les jeter dans les déchets résiduels. Aussi, les gobelets en carton dits biodégradables ou compostables ne le sont pas toujours vraiment, parce que compostable ou biodégradable, ce n'est pas compostable dans notre compost personnel du jardin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais décomposable seulement sous des conditions de centre de compost avec des conditions industrielles qui ne sont pas toujours rencontrées. Et donc, au final, le gobelet compostable n'est pas tellement mieux qu'un gobelet en plastique si ces conditions ne sont pas rencontrées. Donc, notre solution, ce qu'on propose, ce sont des gobelets à café réemployables qui sont consignés à 1 € et qui vont circuler au sein d'une communauté de partenaires engagés dans le zéro déchet. Donc nous, notre but, c'est vraiment de créer un réseau de partenaires, de cafés, d'universités, d'entreprises, où les gobelets seront adoptés, repris et réutilisés, ce qui favorise le retour des gobelets. C'est plus pratique pour les consommateurs de les retourner puisqu'il y a plus de points disponibles, et ça permet aussi d'assurer un maximum leur réutilisation. Comment ça marche? Simplement, quand on va prendre son café à emporter, on va payer la consigne, prendre son gobelet avec soi, le boire, en profiter de son café, et quand on a fini, on veut le rendre, on va regarder sur le site internet, voir la carte, trouver le site qui utilise les billets le plus proche et ramener son gobelet, récupérer sa consigne, et ensuite les gobelets sont lavés et remis en circulation dans le réseau. Ici, l'avantage des Billy Cups, c'est notamment qu'ils sont réutilisables au minimum 500 fois. Donc, autrement dit, ils peuvent remplacer à peu près 500 gobelets jetables et vraiment avoir un gain écologique s'ils sont bien réutilisés, et ça aussi un gain économique puisque le cafetier, lui, ne devra pas acheter à répétition des gobelets jetables, mais n'aura besoin d'acheter qu'une fois les gobelets réutilisables. Donc, voici les gobelets, comme ça je peux quand même vous montrer à quoi ça ressemble. On a plusieurs tailles qui ont été développées au fur et à mesure pour répondre aux besoins des cafetiers, des universités, etc. Donc tous les gobelets sont consignés à 1 €. Et pour rendre
le takeaway, je vais dire ça comme ça, plus facile pour les utilisateurs. On a aussi développé des couvercles qui sont compatibles avec toutes les tailles, sauf la toute petite taille Expresso qui est vraiment toute petite. Donc voici un petit aperçu de la carte de nos partenaires. Et je voulais notamment vous parler de quelques partenaires qui sont ici à Bruxelles, parce que c'est déjà un petit peu développé ici, notamment donc dans les cafés Bookmaker ou à la VUB, et encore aussi un petit café Saint-Gilles, Taylor Café. Et ici, la ville de Bruxelles propose, pour aider les cafés à passer au réutilisable, une prime qui va jusqu'à 400 € pour implémenter ce genre de solution. Et donc voilà, on espère pouvoir se développer à Bruxelles. On est déjà présent donc en Belgique, aux Pays-Bas et en France, et on espère se développer encore plus pour que le système soit encore plus vertueux. Et voilà, merci. Une question pour Sylvie. Quelle est la vision du futur? Est-ce que, par exemple, dans 30 ans, le magasin au rayon bio sera toujours l'exception ou les grands supermarchés auront fait aussi la transition vers beaucoup plus de vrac sans emballage? Évidemment, mon rêve, ce serait qu'on ait vraiment fait une transition maximale et qu'en fait, ça ne devienne plus l'exception, c'est l'inverse. On inverse la tendance complètement parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui montre très clairement que les chiffres demandent aujourd'hui qu'on agisse et qu'on fasse chacun notre part. Et donc oui, j'espère que des projets comme au rayon bio seront de plus en plus nombreux et porteront un message pour montrer qu'il y a plein d'alternatives possibles à une transformation de comportement au niveau de l'achat et au niveau de sa consommation. Donc voilà, moi je pense que je peux dire que ça, c'est qu'effectivement le futur. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à mener. La question de la sensibilisation des consommateurs, c'est un point extrêmement sensible et extrêmement nécessaire. Après, moi je pense que quand les consommateurs ont les solutions disponibles, ils vont les appliquer. Et donc c'est pour ça que c'est important que la grande distribution joue le jeu aussi, rentre dedans, parce qu'au plus on va avoir des solutions en vrac ou des solutions de réemploi et des choses comme ça, au plus le consommateur prendra ça comme tout à fait normal. Ce qui est arrivé avec le pré-emballé, c'est qu'on nous a mis ça dans les rayons et c'est devenu normal aussi. Donc à la base, c'était pas normal. Et puis alors la partie, tout ce qui est commerçant, c'est ce que nous on fait, ou même tout ce qui est, on va dire business. Il est nécessaire aujourd'hui évidemment d'aller vers des transformations et une transition, ce qui ne paraît pas toujours simple, puisque quand on est dans des modèles de base, on est déjà dans son café ou quoi, et se dire oh, maintenant je dois repenser à avoir des contenants réutilisables, je suis dans un commerce, comment j'intègre du vrac, mais ça repenser son modèle de business. Et donc ça va demander du temps, ça va demander aussi parfois un peu d'argent. Et donc c'est pour ça que moi je suis très contente, il y a des stratégies comme à Bruxelles, comme la Shifting Economy, qui est là aussi pour accompagner les business dans une transition, changer les comportements et dire on va quand même accompagner, c'est pas positif, pour montrer que c'est nécessaire. Oui, voilà. On y croit, c'est super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, moi j'ai une question pour BeCup. Je voulais savoir, donc c'est indiqué environ 500 utilisations. Donc, enfin, je ne sais pas si vous boivez un café par jour, c'est peut-être au bout de 2 ans, le gobelet doit être jeté. Est-ce que le gobelet est recyclable? Oui, donc tous les gobelets sont faits en monomatériaux, en polypropylène, pour justement pouvoir être recyclés le plus facilement possible. Et donc, dans ce cas-là, nous on demande à nos partenaires de nous renvoyer les gobelets qu'il faut recycler et on les envoie dans des centres de recyclage pour qu'ils soient transformés et on leur redonne une nouvelle vie. Il y a une filière. Oui, et en fait, les 500 réutilisations, nous, c'est le minimum garanti, mais concrètement, le gobelet peut être utilisé bien plus que ça. C'est juste que vraiment, on teste de la garantie pour les partenaires de test au-delà de ces 500 utilisations. Mais nous, dans les bureaux, on les utilise depuis 2018, et donc, c'est les mêmes depuis le début. On les a utilisés plus que ça marche. Okay, merci. Autre question?
En haut. Ma question est pour Sylvie, parce que vous aviez dit que pour être viable économiquement, il faut quand même aussi proposer des choses emballées. Pourquoi c'est ça? Et ça, c'est un peu la vision de Louis, parce que lui, il a fait ce mix-là. Pour moi, il y a des magasins de vrac qui ne font que du vrac et que ça marche très bien. Donc, c'est plus une question de proposition de valeur qu'il, lui, veut faire en disant je propose quand même, parce que, effectivement, quoi qu'on fasse passer d'un modèle tout emballé, même suremballé, vers un modèle zéro déchet, plus du tout d'emballage, pour le consommateur, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup, par exemple, à la question de l'expérience consommateur dans les points de vente, pour mieux comprendre la différence entre un magasin où tout est super emballé et un magasin où il n'y a rien emballé, pour montrer quels sont les produits derrière, qu'est-ce qu'on a comme information, parce qu'on est souvent sursollicité par les packaging où on met plein de messages, plein de choses, et donc on est habitué à ça. Dans le vrac, on va avoir le nom du produit, on va avoir le prix, on va avoir la DLC, on va pas avoir beaucoup plus. Et donc c'est vrai que ça peut être un choc, et donc le fait d'avoir les deux, et Louis peut se le permettre parce qu'il a un mètre carré suffisamment grand, donc il peut jouer avec ce mix-là. Dans certains cas, c'est pas possible, il faut choisir. Et donc, voilà. Mais pour lui, évidemment, dans son mix-là, ça fonctionne assez bien, et donc c'est pour lui plus viable économiquement à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bon. Merci. La question s'adresserait à tous les trois, je dirais, donc également à City to Ocean, en effet, un petit peu nous voulons. Nous avons perçu à travers les présentations des slides que la consommation continue à augmenter, la consommation d'emballage, et on observe dans notre environnement que malgré des politiques diverses qu'on nous a présentées, le volume de litter, le volume de production d'emballage ne fait qu'augmenter. Ce que je voudrais vous poser comme question à tous les trois, c'est qu'est-ce que vous préconisez aux autorités? Est-ce qu'on va continuer à faire de la prévention? Est-ce qu'on va essayer de changer le comportement du consommateur? Est-ce qu'on va s'attaquer aux producteurs de déchets? Je dirais, peut-être comme début de conclusion à ce séminaire, vers quoi pensez-vous vouloir vous diriger pour avoir un réel impact? Ou est-ce qu'on va continuer à faire un peu comme on fait pour l'instant, comme on l'entend du côté de cette communauté qui voit aussi des volumes augmenter, mais qui probablement ne va jamais faire que augmenter ses capacités? En tant qu'organisateur de la conférence, en fait, selon nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler sur tous les fronts. C'est pas l'une ou l'autre solution. Non, si on se focalise juste sur une solution, on va oublier le reste. Il faut avoir une panoplie de différentes stratégies, différents plans d'action, des conteneurs souterrains, un système de consignes, des magasins en vrac, une loi comme en France pour s'attaquer aux emballages à la source, réduire à la source, mais aussi sensibiliser, comme M. Revenant disait aussi, il faut sensibiliser aussi. Pour nous, il faut travailler sur tous les fronts. Si on ne travaille pas sur tous les fronts, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais réduire à la source, avec la législation, ça vraiment, c'est un peu la base. La base, il faut commencer par là, et tout ce qu'on a encore par après, il faut attaquer avec la gestion des déchets et awareness raising. J'ai oublié le mot en français maintenant. Mais c'est ce que nous pensons chez City to Ocean. Je ne sais pas si vous voulez aussi rajouter quelque chose. Moi, je pense qu'il y a aussi le courage politique. Je pense qu'il faut oser effectivement affirmer haut et fort que le modèle actuel ne sera plus possible, et donc il faut tout mettre au niveau des politiques publiques pour que le modèle alternatif devienne une norme, en fait. Et ça, c'est pour ça que je dis que, par exemple, avoir des décisions qui disent aujourd'hui, on va accompagner les acteurs dans un autre modèle, par exemple, de business. Je vais donner juste un exemple, mais faire un business conventionnel, ça prend, avant d'être rentable, c'est plus ou moins 3 ans. Si on va dans la durabilité, il faut compter 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un gap de 2 ans entre les deux. Qui va financer ces 2 ans-là? Parce que pourtant, derrière, il y a plein d'externalités positives derrière les projets durables et qui apportent à la société, au niveau santé, au niveau environnemental, etc. Et donc ça, pour moi, c'est des politiques publiques assez fortes qui vont dire on va compenser
cette différence pour permettre aux acteurs d'aller vers ça. Et donc, je pense qu'on aura alors d'autant plus d'acteurs qui viendront dans. Mais effectivement, il y a un triangle parfait, comme tu dis. Il faut agir au niveau du consommateur, du citoyen, il faut agir au niveau politique et il faut agir au niveau des entreprises. Et pour faire ça au milieu, c'est évidemment la réglementation qui va avoir un atout très très fort. Et puis supprimer les lobbies qui viennent déconstruire certaines réglementations, comme on a pu le voir avec le PPWR, où là, ben voilà, on se rend compte qu'on était très ambitieux et on a fait beaucoup de marche arrière sur certains indicateurs qui fait qu'on sera moins ambitieux. Et donc ça, c'est dommage. The last question here in front, Robert. Yeah. So it's concerning Billycap. So I really appreciate what you presented. Exactly the point what we're now having is worse what we had before with the cardboard and then with the plastic film in it as a cup that just even worse as it was before. So for sure that is, and therefore your initiative is goes directly in the good way. My question to you is, PP has one problem. If it's being recycled, it's only being downgradable. You can't use it for PP again because it's not allowed from a food perspective because it's not food allowed. So what you're doing with your cup is you just, if you're producing it and you run it, even if you would use it 500 times, which I think would be challenging, but even if you would do it, you can only downgrade it. So you can't make a cradle to this. So why not go into another material so that you are just upscaling it, or at least you have a cradle to cradle and just forget PP, use other materials because, as I said, it's downgradable and not usable as an RPET for food. Well, I know that when Billycup was created, they made different tests about different materials. They explored bamboo, and different type of plastic, but they realized that plastic was the easiest one in terms of price, but also use, because it's cheaper to make that we can do a small deposit and not an expensive one. Inox was, for example, too expensive to be in a deposit system. It's sometimes already difficult to explain to people that they have to pay €1, so with Inox it would be at least €5 or more. And also our company is specialized in PP for the eco cups, so the cups for the festivals. And we succeeded to close the cycle with the cups because they are recycled into boxes that we use for the eco cups in events, so in plastic boxes, so we do not use as much as cardboard boxes now. I don't know if I answered your question. Sort of, he says. Yeah, so it's not great to create, and that would be Let's keep that in mind for the future.